vous a regardé et il a vu une vulnérabilité. Il a vu quelqu'un de facile à manipuler, quelqu'un qui, selon lui, ne réagirait jamais, quelqu'un qu'il pouvait utiliser, jeter et oublier sans la moindre conséquence. C'était sa plus grande erreur. Carl Jung, avec une précision chirurgicale, a étudié ce moment et a découvert quelque chose que votre adversaire occulte ne comprendra jamais. L'instant où il vous a sous-estimé. C'est exactement l'instant où sa propre destruction a commencé. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi l'arrogance de votre adversaire est en réalité sa plus grande faiblesse. Que se passe-t-il lorsqu'un prédateur émotionnel commet l'erreur fatale de penser que vous ne riposterez jamais? Et comment pouvez-vous utiliser cette sous-estimation à votre avantage pour émerger plus fort qu'il n'aurait jamais imaginé que vous puissiez l'être? Mais avant de continuer, je dois vous faire comprendre une chose. Cette vidéo ne parle pas de vengeance. Elle ne parle pas de détruire qui que ce soit. Il s'agit de vous, de reconnaître enfin le pouvoir qui a toujours été en vous, le pouvoir que votre adversaire n'a pas pu voir, parce qu'il était trop occupé à regarder vers le bas, pour remarquer le géant endormi, qui se tenait juste devant lui. Commençons par comprendre pourquoi les prédateurs émotionnels sous-estiment leur proie. Jung a observé que les narcissistes, les manipulateurs et les personnes toxiques en général ont une vision déformée du monde. Ils divisent les gens en deux catégories, les prédateurs, comme eux, et les proies. Et une fois que quelqu'un est classifié comme une proie, cette classification devient permanente dans leur esprit. Vous avez été classifié comme une proie, peut-être lors de la première rencontre, peut-être pendant les premiers mois de la relation, peut-être lorsque vous avez fait preuve d'empathie, de bienveillance, de capacité à pardonner. Ces qualités, qui font de vous une bonne personne, ont été interprétées par lui comme des signes de faiblesse, de quelqu'un qui peut être exploité, de quelqu'un qui ne représentera jamais une menace réelle. Et voici son erreur fatale. Il a confondu la bienveillance avec la faiblesse. Il a confondu la patience avec l'incapacité de réagir. Il a confondu votre silence stratégique avec la soumission. Il n'a jamais envisagé la possibilité que vous observiez, que vous appreniez, que vous grandissiez en silence, que vous vous prépariez pour le bon moment. Je vais vous donner un exemple concret. Sophie a passé 3 ans dans une relation où elle était constamment diminuée. Son partenaire s'assurait de lui dire qu'elle ne réussirait jamais rien seule, qu'elle était dépendante de lui, que sans lui, elle n'était rien, et elle l'a cru pendant un certain temps, jusqu'à ce que quelque chose en elle se réveille. Elle a commencé à étudier en silence, elle a suivi des cours en ligne quand il dormait, elle a lu des livres en cachette, elle a développé des compétences dont il n'a jamais su qu'elle les avait, et quand elle a finalement demandé le divorce, il a ri, il a dit qu'elle reviendrait en rampant dans une semaine, qu'elle n'allait pas survivre seule, qu'elle n'avait la capacité de rien. 6 mois plus tard, elle avait un emploi meilleur que le sien, un appartement à elle, une vie sociale vibrante. Et lui, il essayait toujours de comprendre ce qui s'était passé. Comment cette femme qu'il pensait si faible était devenue si forte? La réponse était simple, elle a toujours été forte, il n'a juste jamais voulu le voir. Jung a décrit un phénomène qu'il a appelé l'énantiodromie, c'est la tendance de tout à se transformer en son opposé lorsque poussé à l'extrême. La personne la plus opprimée devient la plus libérée, la plus silencieuse devient la plus vocale. La plus sous-estimée devient la plus puissante, et cette transformation se produit au moment où l'on s'y attend le moins. Votre adversaire ne s'y attendait pas. Il était tellement à l'aise dans sa supériorité imaginaire qu'il n'a jamais envisagé que vous puissiez changer, que vous puissiez vous réveiller, que vous puissiez devenir quelqu'un qu'il ne reconnaît plus. Et quand cela arrive, il ne sait plus comment réagir, parce que toute sa stratégie a été construite sur une version de vous qui n'existe plus. Laissez-moi vous raconter ce qui se passe dans l'esprit d'un prédateur, quand il réalise qu'il a sous-estimé sa proie. D'abord, vient la confusion. Il ne comprend pas ce qui se passe. Vous ne réagissez pas comme vous devriez.
Vous ne cédez pas. Vous ne vous excusez pas. Vous n'implorez pas. Les boutons sur lesquels il a toujours appuyé ne fonctionnent plus. Ensuite vient l'irritation. Comment osez-vous? Comment osez-vous ne plus être la personne manipulable qu'il connaissait? Comment osez-vous avoir votre propre opinion, vos propres limites, votre propre force? Son irritation est proportionnelle à sa surprise. Et la surprise est énorme parce qu'il n'a jamais, à aucun moment, pensé que cela pouvait arriver. Après vient la peur. Et c'est important. Sous la colère, sous l'arrogance, sous toutes les tactiques de contrôle, il y a la peur. Le prédateur a peur de perdre le contrôle. Il a peur d'être exposé. Il a peur que la personne qu'il a méprisée devienne plus heureuse, plus épanouie que lui. Cette peur est le moteur de tout ce qu'il fait à partir de ce moment. Jung a écrit que l'ombre, lorsqu'elle est confrontée à sa propre insuffisance, panique. C'est exactement ce qui se passe. Le prédateur est confronté à la réalité, qu'il n'est pas aussi puissant qu'il le pensait, que vous n'êtes pas aussi faible qu'il l'a supposé. Et cette réalité est insupportable pour son ego fragile. Vous devez comprendre la psychologie derrière cela. Le prédateur a construit toute son identité sur une hiérarchie. Lui au sommet, vous en bas. Et cette hiérarchie ne concerne pas seulement le contrôle. Elle concerne qui il est. Quand vous montez, quand vous grandissez, quand vous vous renforcez, vous ne faites pas que changer la dynamique de la relation. Vous menacez son identité. Jung appelait cela une blessure narcissique profonde. Le prédateur ne peut pas traiter l'idée que la personne qu'il méprisait est en réalité plus capable que lui, que la personne qu'il contrôlait est en réalité plus forte que lui. Cela détruit le récit interne qu'il a créé sur lui-même. Et il fera tout pour restaurer ce récit, même si cela signifie nier complètement la réalité qui se trouve juste devant lui. Et voici la partie que peu de gens réalisent. Sa résistance à accepter votre transformation ne vous concerne pas. Il s'agit de son incapacité à admettre qu'il s'est trompé, qu'il a mal jugé, qu'il a sous-estimé. Parce qu'admettre cela reviendrait à admettre qu'il n'est pas le prédateur invincible qu'il pense être. Et c'est inacceptable pour l'ego fragile qu'il cache derrière son masque de supériorité. Vous voyez probablement déjà des signes de cela. Si vous avez commencé à vous renforcer, si vous avez commencé à imposer des limites, si vous avez commencé à remettre en question la dynamique, il réagit probablement déjà. Les réactions peuvent varier. Certains essaient de reprendre le contrôle avec plus d'intensité. D'autres essaient de vous séduire à nouveau avec une fausse gentillesse. D'autres passent à des attaques directes. Mais tous ont quelque chose en commun. Le désespoir. Maintenant, je vais vous dire les signes spécifiques que votre adversaire a réalisés qu'il vous a sous-estimés. Parce que reconnaître ces signes est fondamental pour savoir que vous êtes sur la bonne voie. Le premier signe est le changement de tactique. Si jamais il avait toujours utilisé une approche spécifique avec vous et que soudainement il commence à tenter des choses différentes, cela signifie que l'ancienne approche a cessé de fonctionner. Peut-être qu'il a toujours usé de la culpabilité, et maintenant, il tente l'intimidation, ou peut-être qu'il a toujours utilisé la froideur, et maintenant, il tente le bombardement d'amour, le love bombing. Ce changement de tactique indique qu'il a perçu que quelque chose a changé en vous, quelque chose d'essentiel. Le deuxième signe, c'est l'augmentation de l'intensité. Quand un prédateur émotionnel perçoit qu'il est en train de perdre le contrôle, sa première réaction, c'est de tenter de contrôler plus forte, plus de messages, plus de présence, plus de pression, plus de drama. C'est comme s'il essayait de serrer plus fort quelque chose qui est en train de glisser entre ses doigts. Et plus il serre, plus vite vous vous échappez. C'est une loi fondamentale, une dynamique implacable. Le troisième signe, c'est la tentative de vous diminuer publiquement. S'il commence à faire des commentaires dépréciatifs sur vous devant les autres, s'il tente de vous humilier en situation sociale, s'il attaque votre compétence ou votre caractère ouvertement, c'est un signe de désespoir.
Il tente de vous repousser vers la position de vulnérabilité, là où vous étiez plus facile à contrôler, là où il pensait avoir prise sur vous. Le quatrième signe, c'est le recrutement d'alliés, quand un prédateur émotionnel perçoit que seul, il ne parvient plus à vous contrôler. Il cherche des renforts, il convoque amis, famille, connaissances. Pour vous mettre la pression, il raconte des versions distordues de la situation pour gagner leur sympathie. Il tente de créer une armée contre vous, parce qu'au fond, il sait qu'en tête à tête, il a déjà perdu. Il le sent, il le sait. Le cinquième signe, c'est la victimisation. C'est un classique. Soudain, c'est lui la victime. C'est vous qui êtes cruel. C'est vous qui avez changé. C'est vous qui êtes en train de tout détruire. Cette inversion des rôles, c'est une tentative désespérée de récupérer la narrative, de vous faire vous sentir coupable d'avoir osé vous renforcer, de vous manipuler de retour vers la soumission à travers la pitié. La pitié, une arme puissante entre les mains d'un manipulateur. Carl Jung identifiait ce schéma comme une projection défensive. Le prédateur émotionnel projette sur vous exactement ce qu'il est en train de faire. S'il est en train de vous attaquer, il dit que c'est vous qui l'attaquez. S'il est en train d'être cruel, il dit que c'est vous qui êtes cruel. C'est une façon de distordre la réalité pour protéger son ego fragile de la vérité insupportable qu'il est en train de perdre. La proie se rebiffe. Il existe un sixième signe que peu mentionnent, c'est la tentative de vous tirer de nouveau en arrière à travers la nostalgie. Soudain, il commence à parler des bons moments, de quand vous étiez heureux, de comment les choses étaient meilleures avant. Il tente de vous ancrer émotionnellement dans une version passée de vous-même, une version qu'il parvenait à contrôler, une version moins éveillée. Ne tombez pas dans ce piège. Les bons moments qu'il décrit n'ont probablement jamais été aussi bons que ça. Et même si c'était le cas, il faisait partie d'un cycle de manipulation. La phase bonne, c'était son investissement pour pouvoir retirer après, pour pouvoir vous utiliser, pour pouvoir vous contrôler. Revenir à ces temps-là, ce n'est pas revenir au bonheur, c'est revenir en prison. C'est se menotter soi-même. Le septième signe, c'est l'ultimatum. Quand plus rien ne fonctionne, le prédateur émotionnel tente de forcer une décision. C'est maintenant, ou vous redevenez celle que vous étiez, ou je m'en vais, ou vous arrêtez cette folie, ou c'est fini. Il parie que la peur de perdre va vous faire reculer, que la pression va vous briser, que vous allez préférer la sécurité fausse de son contrôle, à l'incertitude réelle de la liberté. Mais voici ce qu'il ne comprend pas. Vous n'êtes déjà plus la personne qui a peur de le perdre. Vous êtes la personne qui a peur de se perdre elle-même. Et ce changement, c'est tout. Parce que quand la plus grande perte possible n'est plus lui, mais vous-même, son ultimatum perd tout son pouvoir. Il devient inopérant. Vous devez comprendre quelque chose de fondamental à propos de ce moment. Sa réaction n'est pas à propos de vous. Elle est à propos de lui. Elle est à propos de son monde intérieur, en train de s'écrouler. Elle est à propos de l'image qu'il avait de lui-même, comme le prédateur invincible, confronté à la réalité que la proie s'est réveillée. La belle au bois dormant s'est réveillée, et elle n'a plus besoin de son prince charmant. Je veux que vous gardiez cette vérité dans votre cœur. Tout ce qu'il fait maintenant, toute la rage, tout le désespoir, toute la manipulation intensifiée, c'est l'évidence de votre victoire, pas seulement de sa vulnérabilité, mais de votre pouvoir, du pouvoir que vous avez toujours eu, mais qu'il a tenté de vous cacher. Carl Jung parlait de l'ombre, cette part de nous que l'on refuse de voir, mais qui détient une énergie considérable. Chaque fois qu'il perd le contrôle, rappelez-vous, c'est parce que vous êtes en train de grandir. Chaque fois qu'il intensifie ses tactiques, rappelez-vous, c'est parce que vous êtes en train de devenir inatteignable. Chaque fois qu'il tente de nouvelles approches, rappelez-vous, c'est parce que les anciennes ont cessé de fonctionner. Vous êtes en train de gagner, même si ça n'en a pas l'air. Surtout quand ça n'en a pas l'air. C'est là que la magie opère.
Jung disait que l'arbre qui veut grandir jusqu'au ciel a besoin de racines qui atteignent l'enfer. Vous avez traversé son enfer, et maintenant vos racines sont profondes, elles sont inébranlables, et l'arbre qui est en train de naître de vous va grandir bien au-delà de tout ce qu'il peut atteindre ou détruire, bien au-delà de sa petite blessure narcissique. Et voici la partie la plus importante. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour le détruire. Vous avez juste besoin de continuer à grandir, continuer à vous renforcer, continuer à vivre votre vie de la meilleure façon possible. L'existence d'une vous forte et épanouie est, en soi, la plus grande défaite qu'il puisse expérimenter. C'est son énantiodromie, son chemin vers l'ombre. Jung disait que la meilleure revanche, c'est de vivre bien. Et ce n'est pas un cliché. C'est une stratégie psychologique pure, parce que chaque conquête de votre part est un rappel pour lui qu'il s'est trompé. Chaque moment de bonheur de votre part est une preuve qu'il n'avait pas le pouvoir qu'il pensait avoir. Chaque pas que vous faites vers l'avant est un pas qu'il fait vers l'arrière, dans sa propre tête. Le début de sa propre descente aux enfers. Laissez-moi vous raconter ce qui se passe dans la tête du prédateur émotionnel. Quand il vous voit prospérer, c'est dévastateur pour lui, parce que toute sa narrative interne a été construite sur l'idée que vous aviez besoin de lui, que sans lui, vous ne seriez rien, qu'il était la raison de votre valeur. Et maintenant, vous êtes en train de prouver que rien de tout ça n'était vrai, que vous êtes une force de la nature. Il peut tenter de minimiser vos conquêtes, dire que c'était de la chance, dire que quelqu'un vous a aidé, dire que ça ne va pas durer. Ce sont des tentatives désespérées de maintenir la narrative en vie, de ne pas avoir à encaisser la réalité qu'il s'est trompé à propos de vous, que vous avez toujours été plus que ce qu'il voulait voir, que votre potentiel était immense. Et voici la partie la plus satisfaisante. Vous n'avez pas besoin de lui jeter quoi que ce soit à la figure. Vous n'avez pas besoin de dire « je te l'avais dit ». Vous n'avez pas besoin de le confronter. Votre existence heureuse et épanouie est confrontation suffisante. Chaque photo de vous en train de sourire, chaque conquête qui arrive à ses oreilles, chaque évidence que vous êtes en train de bien vivre, tout ça, c'est un coup porté à son ego fragile. Tout cela résonne douloureusement en lui. Et l'ironie finale, c'est qu'il ne peut pas se plaindre, parce que vous n'êtes en train de rien faire contre lui. Vous êtes simplement en train de vivre votre vie. Et il doit avaler en silence la réalité que la personne qu'il pensait être rien est en train de prouver être beaucoup plus que ce qu'il ne sera jamais. L'éclosion est totale. Vous venez de comprendre une dynamique que la plupart des gens mettent des années à percevoir, que le moment où vous avez été sous-estimé était en réalité le moment où votre pouvoir a commencé à grandir, que l'arrogance de votre adversaire est la plus grande alliée de votre transformation, qu'il a planté les graines de sa propre défaite. Ce type de connaissance a un pouvoir réel. Elle vous libère de la sensation d'impuissance. Elle vous montre que vous n'étiez pas faible, vous étiez mal interprété, que votre force résidait dans votre capacité de résilience. Il vous donne la permission de reconnaître votre propre force. Le Super Thanks juste en bas n'est pas qu'un simple soutien financier. C'est vous qui reconnaissez que comprendre cette dynamique a changé quelque chose en vous. Que savoir que sa sous-estimation était une erreur vous donne une force que vous n'attendiez pas. Si cette vidéo vous a permis de vous voir différemment, envisagez de contribuer. Vous investissez dans votre propre éveil. Maintenant, parlons de comment utiliser cette sous-estimation à votre avantage, parce que la connaissance sans action n'est que de l'information qui ne transforme pas. La première chose, c'est de garder votre croissance silencieuse. Vous n'avez pas besoin d'annoncer vos changements, pas besoin de prévenir que vous vous renforcez, pas besoin de vous justifier. L'effet de surprise est l'un de vos plus grands atouts. Moins il en saura sur votre transformation, plus il sera pris au dépourvu quand il s'en apercevra. La deuxième chose, c'est de ne pas le confronter directement, du moins pas maintenant. Les confrontations directes lui donnent la chance de se préparer.
d'ajuster sa stratégie, d'essayer de reprendre le contrôle. Laissez-le découvrir votre force organisement, à travers vos actions, à travers vos limites, à travers la consistance de votre comportement changé. La troisième chose, c'est de tout documenter. Pas pour l'utiliser contre lui dans une bataille publique, mais pour protéger votre réalité, pour avoir des preuves concrètes quand son esprit tentera de déformer ce qui s'est passé, pour avoir des ancrages de sanité dans une relation où le gaslighting peut vous faire douter de votre propre perception. La quatrième chose, c'est de construire votre réseau de soutien, des personnes qui connaissent la vérité, des personnes qui croient en vous, des personnes qui valident vos perceptions. Votre adversaire a essayé de vous isoler parce qu'il savait qu'ensemble les gens sont plus forts. Il est temps d'inverser cet isolement et de construire des connexions authentiques qui vous soutiennent. La cinquième chose, c'est d'investir en vous-même. Thérapie, formation, santé, projet personnel, tout ce qui vous rend plus forte, plus capable, plus épanouie. Chaque investissement en vous-même est un pas vers une version de vous que votre adversaire n'a jamais imaginée. Et cette version est inaccessible pour lui. La sixième chose, c'est d'avoir de la patience. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain, le moment de triomphe ne vient pas immédiatement. Mais chaque jour où vous persistez, chaque petite victoire, chaque limite maintenue, construit quelque chose qu'il ne peut pas détruire. Et quand il finira par réaliser l'ampleur de l'erreur qu'il a commise, il sera trop tard. La septième chose, c'est de célébrer vos victoires en privé. Chaque fois que vous réussissez à maintenir une limite, célébrez avec vous-même. Chaque fois que vous ne cédez pas à une manipulation, reconnaissez cette conquête. Chaque fois que vous vous choisissez vous-même au lieu de choisir son approbation, sachez que vous êtes en train de gagner. Ces petites victoires s'accumulent. Et un jour, vous regarderez en arrière et réaliserez le chemin parcouru. La huitième chose, c'est de se préparer à l'escalade. Quand le prédateur réalise qu'il est en train de perdre, il intensifie souvent les attaques avant d'abandonner. C'est comme le dernier souffle d'un noyé. Il peut sembler que les choses empirent justement quand vous vous améliorez. Ne vous assez pas, c'est le signe que vous êtes sur la bonne voie. Sa résistance est proportionnelle à la menace que vous représentez pour son contrôle. La neuvième chose, c'est d'accepter qu'il ne reconnaîtra peut-être jamais son erreur. Il peut continuer à vous voir comme faible même quand toutes les preuves indiquent le contraire. Il peut réécrire l'histoire pour dire que vous avez toujours été comme ça, qu'il l'a toujours su, que rien n'a changé. Cette négation est sa façon de protéger son ego. Vous n'avez pas besoin de sa validation. Vous avez seulement besoin de la vôtre. Carl Jung décrivait le processus d'individuation comme le voyage pour devenir qui vous êtes vraiment. Votre adversaire a essayé de vous empêcher de faire ce voyage, a essayé de vous maintenir petite, dépendante, contrôlable. Mais en vous sous-estimant, il a commis l'erreur qui a permis que vous vous réveilliez, que vous voyiez la vérité, que vous commenciez à devenir qui vous avez toujours eu le potentiel d'être. Il y a quelque chose de poétique là-dedans. La même personne qui a essayé de vous détruire a été celle qui, sans le vouloir, a catalysé votre transformation. La douleur qu'il a causée est devenue le carburant de votre changement. Et maintenant, vous êtes en train de devenir quelqu'un qu'il n'a jamais imaginé, quelqu'un qu'il ne peut plus contrôler, quelqu'un qu'il regarde et ne reconnaît plus. Vous n'êtes plus la personne qu'il a sous-estimée. Vous êtes la personne qui a émergé des cendres de sa sous-estimation. Et cette personne est plus forte, plus consciente, plus puissante que n'importe quelle version antérieure. Pas parce que la douleur vous a rendu meilleur, mais parce que vous avez choisi d'utiliser la douleur comme un tremplin au lieu de la laisser vous engloutir. Il y a une chose que vous devez comprendre à propos de cette transformation. Elle est permanente. Vous ne pouvez pas désapprendre ce que vous avez vu, ne plus connaître ce que vous avez appris. Vous ne pouvez pas revenir à la personne naïve qui croyait à ses mensonges. Cette version de vous n'existe plus et elle ne reviendra jamais. Cela peut sembler effrayant au début parce que l'ancienne personne, aussi manipulée qu'elle fut, était familière.
était confortable d'une certaine manière. Vous saviez qui elle était. Vous saviez comment elle réagissait. Cette nouvelle version de vous est inconnue. Elle est en construction. Elle est encore en train de découvrir ses propres limites et possibilités. Mais cette incertitude est le prix de la liberté. Jung a écrit sur la nécessité d'abandonner les identités anciennes pour permettre à de nouvelles d'émerger. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous laissez mourir la version de vous qu'il contrôlait pour donner de l'espace à la version de vous que personne ne peut contrôler. Et c'est puissant, c'est libérateur, c'est effrayant et excitant en même temps, parce que vous êtes en train de devenir quelqu'un de nouveau, quelqu'un qu'il n'a jamais connu, quelqu'un que vous-même êtes encore en train de connaître. Et ce voyage de découverte de soi est le plus beau cadeau que sa sous-estimation vous ait donné sans le vouloir. Jung a écrit que nous ne sommes pas éclairés en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Votre adversaire était cette obscurité, et maintenant, vous l'avez rendue consciente. Vous voyez ce qu'il est, vous comprenez ce qu'il a fait, et cette compréhension est ce qui libère. Il vous a sous-estimé. C'était son erreur, et maintenant, vous êtes ici, plus forte, plus consciente, plus préparée qu'il ne l'a jamais imaginé. Vous n'avez pas besoin de lui prouver quoi que ce soit. Vous l'avez déjà prouvé à vous-même, et c'est tout ce qui importe. Avant de terminer, je dois vous parler de quelque chose que Jung appelait la synchronicité. Ce sont des coïncidences significatives qui semblent orchestrées par l'univers. Et vous allez commencer à en percevoir beaucoup dans votre voyage de renforcement. Une opportunité va apparaître exactement quand vous en aviez besoin. Vous allez rencontrer une personne qui dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Vous allez lire quelque chose qui semble avoir été écrit spécifiquement pour vous à ce moment-là. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes que vous êtes sur la bonne voie, que l'univers conspire en faveur de celui ou celle qui décide de grandir. Le prédateur ne connaîtra jamais ces synchronicités, parce qu'il est piégé, prisonnier du même cycle de contrôle et de manipulation. Il ne grandit pas, il n'évolue pas, il ne fait que répéter les mêmes schémas avec des victimes différentes, et pendant qu'il stagne, vous avancez. Pendant qu'il s'ankylose, vous éclorez tel un bourgeon qui s'épanouit. Pendant qu'il vit dans le passé, agrippé à son désir de contrôle, vous construisez un avenir qu'il ne pourra jamais atteindre. C'est ça, la véritable victoire. Ce n'est pas de le vaincre lui, mais de vaincre la version de vous-même, cette personne que lui, il a essayé de créer, la version amoindrie, la version soumise, la version qui se contentait des miettes. Cette version est en train de mourir et à sa place est en train de naître quelqu'un que vous avez toujours eu le potentiel d'être, quelqu'un qu'il n'a jamais imaginé, quelqu'un que même vous ne soupçonniez pas exister. Si vous avez vécu un moment où votre adversaire, cet ennemi tapi dans l'ombre, a réalisé qu'il vous avait sous-estimé, racontez-nous sa réaction dans les commentaires. Était-ce de la confusion, de la rage, du désespoir, de la victimisation? Partager ces expériences aide les autres à reconnaître les signaux dans leur propre vie. Comme l'expliquerait Carl Jung, c'est en reconnaissant notre propre ombre que nous pouvons nous en libérer. Et si vous êtes encore en train d'émerger, si vous continuez à bâtir votre force en silence, sachez que vous êtes sur le bon chemin. Le moment où il réalisera son erreur approche à grands pas, et quand il arrivera, vous serez prête. Et voici une dernière vérité que vous pourrez emporter avec vous. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Des milliers de personnes ont traversé les mêmes épreuves que vous, ont été sous-estimées par les mêmes types de prédateurs, de manipulateurs, ont ressenti la même peur, la même confusion, la même douleur. Et elles ont émergé, plus fortes, plus conscientes, plus libres. Vous aussi, vous allez émerger. Ce n'est pas une question de si, mais une question de quand. Et chaque pas que vous faites, chaque limite que vous posez, chaque choix que vous faites pour vous-même, vous rapproche de ce moment.
le moment où vous regarderez en arrière et réaliserez le chemin parcouru, le moment où vous regarderez devant vous et verrez des possibilités que vous n'auriez jamais imaginées, le moment où vous comprendrez que la personne qui l'a sous-estimé est devenue quelqu'un qu'il ne sera jamais capable d'atteindre, une sorte d'énantiodromie psychologique, comme l'aurait si bien décrit Jung. Ce moment approche, et vous serez prête quand il arrivera, parce que vous avez toujours été plus forte qu'il ne le pensait, toujours été plus capable qu'il ne voulait l'admettre. Et maintenant, vous le savez aussi. Alors, laissez cette force vous guider, laissez cette résilience vous porter, et embrassez la femme, la personne que vous êtes destiné à devenir.